Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal d'un agrologue. Nous nous sommes perdus dans une enclave, une impasse, où se trouve le Café Théodore, une institution de la côte de Granit Rose, la transition avec le 29, le Finistère, juste avant le Léon, passe de Morlaix à Roscoff. Et donc, si on vient plus à l'est, on se retrouve avec l'Agnon, l'embouchure du Léguer, un fleuve éminent puisqu'il est une des seules rivières sauvages de la Bretagne. Et donc plus à l'est, on trouve les fameux Trégastel, Ploumanac, et en continuant, Tréguier, la fameuse cathédrale en granit rose. Et en allant plus à l'est, Paimpol, puis ces falaises à Ploie, et on rentre dans la côte de Penthièvre pour arriver à Saint-Brieuc. Donc le journal d'un agrologue est très attaché à cette région, donc, qui est côtière, et qui a toujours fasciné les gens du monde entier pour ces paysages, ces tempêtes extraordinaires. Donc, avouons-le, ça faisait une dizaine d'années que nous n'étions pas passés par ici. Et nous avons été surpris finalement par ce régionalisme renforcé qui a succédé les années 80 ou 90 où personne ne parlait plus le breton par contrainte, ni l'italien, puisqu'il y a beaucoup d'immigrés italiens ici qui, comme partout en France et en Europe, ont construit et reconstruit la France, ont vécu dans les bidonvilles autour de Meaux. Et donc voilà, l'histoire de tous ces migrants a été effacée sous la contrainte à coups de baguettes et à coups de règles sur les doigts. Donc voilà, nous sommes un peu étonnés que dans ce pays aujourd'hui, qui est le nord de la Bretagne, où de Rennes jusqu'à Brest, les enfants qui ont une trentaine d'années et ceux qui naissent aujourd'hui sont souvent rentrent assez régulièrement dans des écoles diwan, donc où on apprend le breton, mais ça a lieu aussi en Occitanie, en Corse, etc. Mais à ce régionalisme assez marqué est associé un renchérissement des maisons sur la côte qui peuvent frôler le 1 500 000 euros, donc inaccessible pour beaucoup de gens. L'Agnon, depuis 1985, et l'arrivée aussi du TGV, est devenu un peu la Silicon Valley de la Bretagne, où on produit des puces électroniques pour toutes sortes de choses de haute définition. Il y avait Alcatel, il y a Orange, Nokia. Et donc, forcément, ça génère des gens et des situations économiques qui sont très différentes de ceux de l'intérieur des terres. Et forcément, dans la politique culturelle de ces lieux est très, très orientée vers cette nouvelle population. On a l'impression que justement ce Café Théodore à Locquémau est un peu différent. C'est un endroit où on trouve des gens qui toute l'année viennent s'y réchauffer, lire des livres, voir du théâtre. Et donc nous sommes très heureux d'être reçus par Julien, son nouveau tenancier, et d'être avec Pedro, originaire du Mexique. Et on va essayer de comprendre l'origine de ce lieu, d'où il vient, comment il a été créé et comment cette filiation se fait avec toi, Julien, qui vient de reprendre l'activité. Voilà, déjà, pourquoi ça s'appelle le Café Théodore et comment es-tu arrivé ici et d'où viens-tu ? Bonjour à tous. Donc, le Café Théodore a été créé en 2007 donc, par Denis Coursol, qui était l'ancien tenancier, auquel j'ai succédé en avril dernier. Alors pourquoi le Café Théodore ? C'est en référence à Théodore Monod, donc philosophe qui a arpenté les déserts pendant toute sa vie. Et voilà, Denis était assez passionné par cet homme et voilà, il voulait lui rendre hommage en appelant son café Théodore. Voilà, nom que j'ai gardé puisque je souhaite garder l'esprit qui a été mis en place depuis la création du lieu en 2007. Donc c'est un café en milieu rural dans un petit port de pêche, le port de pêche de Trédrez-Locquémau. C'était une ancienne ferme qui a été reprise en 2007 et qui s'est transformée en café.
Voilà, le lieu a évolué petit à petit pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, donc avec une salle d'à peu près 180 places, plus une petite salle de cinéma de 40 places. Parce qu'il y a une grande place qui est faite au cinéma documentaire avec 30 à 40 diffusions de films tous les ans. Ouais, comment je suis arrivé au Café Théodore? Ça fait 4 ans et demi que je travaille ici comme barman et puis également comme bénévole dans l'association qui est rattachée au café, puisque c'est l'association Tohubohu qui programme tous les événements qui ont lieu au café. L'association a été créée en 2009 par la volonté de Denis et de quelques habitués qui voulaient un peu se fédérer autour du café et proposer plein de projets qui leur trottaient dans la tête. Et donc cette association existe toujours, 14 ans après, et compte toujours de nombreux adhérents. On doit être à peu près à 250 adhérents cette année. Moi, je suis arrivé là d'abord en tant que client, puis en m'impliquant dans l'association et notamment sur la programmation, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Quelque chose que j'ai pu faire au Café Le Pixie à Lannion, qui est un café associatif lié au foyer de jeunes travailleurs. Voilà, j'ai travaillé là-bas pendant une dizaine d'années, notamment sur la programmation musicale, mais pas que, programmation théâtre aussi. Et voilà, donc ça fait partie de ma vie depuis longtemps, cet aspect culturel. Et donc, je me suis impliqué de plus en plus dans l'association. Et puis, Denis a fini par me proposer de travailler avec lui au bar parce que il y a quand même pas mal le lieu est pas mal fréquenté, surtout en été. Et donc, il avait besoin de quelqu'un pour lui filer un coup de main derrière le bar. Donc, j'ai travaillé avec lui pendant 4 ans. Et puis, moi, ça me tenait à cœur de continuer l'histoire, puisque Denis souhaitait prendre sa retraite. Et donc, depuis avril dernier, j'ai pris la suite. Je suis en entreprise individuelle en location-gérance. Et voilà, et je travaille toujours avec l'association Tohubohu. Et on continue dans l'esprit qui a été mis en place depuis plus de 15 ans maintenant. Mais est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi un endroit donc commercial qui doit payer des charges, qui doit payer l'électricité, le chauffage, parce qu'il y a beaucoup d'endroits maintenant aussi comme à Saint-Nectaire, on a fait une interview d'une amie qui est docteur en géographie, qui a ouvert un lieu un peu proche du tien. Saint-Nectaire, c'est 600 habitants et 200 000 personnes qui passent par an. Mais c'est un endroit où allumer le chauffage pour accueillir des gens, on y réfléchit maintenant. On y réfléchissait déjà avant cette situation actuelle. Tu as un grand jardin, donc tu peux mettre un chapiteau. Tu as fait un salon du vin naturel il n'y a pas longtemps. Tu as des champs autour où les gens peuvent s'installer de temps en temps avec leur caravane et si jamais ils ont bu un verre de trop, se reposer avant de repartir. C'est vrai que ce genre d'endroit, c'est assez important pour éviter que les gens aillent à Lannion, à Saint-Brieuc, à Brest, et puis se planter sur les routes comme c'était quand même assez fréquent dans les années 80. Et tu as aussi des horaires et d'ouverture qui te permettent d'avoir une vie de famille. Bon, tout ça, en tout cas, cette association, ton mode de fonctionnement, le fait que tu fasses vivre ton lieu hors saison, comme l'éveil des puits à Cessa, où on a fait un documentaire, le poulailler aussi sur la route de Tulle-Bordeaux. Finalement, c'est un réseau de cabarets ruraux qui donne aussi envie aux gens de s'installer, parce que quand ils voient que tu existes, ils se disent « je ne suis pas dans un trou paumé ». Et c'est un cercle vertueux, non ? Concernant le fait que le café soit ouvert toute l'année, c'est une volonté aussi. Moi, ça me tient à cœur de faire fonctionner le café toute l'année, puisqu'il y a des gens qui vivent ici à l'année, bien sûr, et qui sont très contents d'avoir des propositions culturelles, pas seulement l'été, et de pouvoir se retrouver, que ce soit au printemps ou à l'hiver, d'avoir un large choix de spectacles différents,
On a quand même quelques lieux, on a la chance d'avoir quelques lieux comme ça en Bretagne. Donc je suis ouvert du jeudi au dimanche, hors saison, on va dire, puisque il faut pas se le cacher quand même. La grosse saison, c'est en juillet, en août, où on est ouvert 6 jours sur 7. Cependant, donc la programmation, elle est là toute l'année, que ce soit en cinéma documentaire, en concert ou en spectacle, ou également la mise à disposition pour de nombreuses associations qui travaillent dans le coin. On a la chance d'avoir un réseau associatif très développé et donc on met à disposition pour du théâtre d'impro, du slam, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a des conférences, enfin voilà, du yoga également, des cours de breton aussi. Enfin, il y a un atelier numérique aussi depuis cette année, donc avec 2 bénévoles qui viennent dépanner les gens qui ont des petits soucis informatiques. Voilà, donc toutes ces activités, c'est important qu'elles puissent être menées tout au long de l'année. Écoutez récemment sur France Inter aujourd'hui, où ne serait-ce que pour le timbre rouge, la disparition du timbre rouge, ça signifie aussi la suppression, la fermeture de postes, sachant que pour beaucoup de gens et beaucoup de Bretons qui sont montés à Rennes, à Paris, à Saint-Brieuc, les personnes âgées, il suffisait de leur envoyer une carte postale et être sûr que le postier que tout le monde connaît aille vérifier que tout va bien. La fracture digitale, ça touche 13 millions de Français. Le travail pénible ici, cohabitent des gens qui sont venus faire du télétravail, donc qui sont juristes, qui sont, le sais-je, graphistes et des paysans. Donc voilà, tout ce beau monde, à l'occasion par exemple de parler de ce que c'est que la retraite à 64 ans, et que ça ne soit pas juste entre personnes des grandes villes. On ne parle pas seulement de Paris, mais il y a une uniformisation finalement dans les grandes villes des idées, de ce qu'on peut penser du travail dur, mais on a quand même l'impression que les syndicats sont plus proches des travailleurs des villes et des périphéries que des travailleurs ruraux. Donc voilà, c'est assez remarquable. Ici, vous avez projeté il n'y a pas si longtemps un film donc dans ce projet 20 000 documentaires sur les usines Peugeot, qui a été réalisé par ces ouvriers, quelque chose de quasiment inédit et pas montré. C'est quand même assez rare de pouvoir montrer dans un endroit comme ici, d'où viennent les gens viennent de loin pour voir ça. Alors sur le fait de la programmation de documentaires sur des sujets assez militants, ça c'est une volonté donc des gens qui gèrent la programmation cinéma. Donc il y a notamment Denis, l'ancien tenancier qui fait partie de l'association, donc qui s'est monté là l'hiver dernier, parce que maintenant il y a 2 associations qui gravitent autour du café. Il y a Tohu Bohu et puis il y a 20 000 docs sur la terre, donc qui est une association qui va uniquement faire la programmation liée au cinéma. Que ce soit cinéma documentaire ou plus ciné-club à d'autres endroits, sachant que les propositions de documentaires seront au Café Théodore. Et donc et le fait qu'il y ait des films comme ça, documentaires, là c'était toute une série sur les groupes Medvekin, donc sur les luttes sociales dans les entreprises dans les années 70. C'est des films quand même qui sont hyper intéressants et peu montrés effectivement. Donc c'est important qu'il y ait des lieux qui puissent les diffuser. Et après, c'est vrai que depuis 12 ans, 12-13 ans qu'on propose des documentaires ici, il y a un public de fidèles et ils savent ils suivent la programmation, ils s'intéressent. Au début, ça a été difficile, notamment sur les séances du samedi matin, de ramener du monde. Donc ça s'est fait petit à petit, ça se fait pas tout de suite comme ça en claquant des doigts. Mais maintenant, on arrive facilement à 15-20 personnes à chaque séance. Voilà, ce qui est plutôt pas mal pour un petit lieu comme ici. Et j'aimerais donner la parole justement à un habitué qui habite dans une petite ville devant un paysage extraordinaire qui s'appelle donc Saint-Michel-en-Grève, c'est une route merveilleuse qui longe la côte. Après, il y a Saint-Efflarme.
Plestin-les-Grèves, voilà. En tout cas, c'est un centre endroit qui est connu un peu dans le monde grâce à Inès Léraud, mais pour un sujet un peu particulier qui sont les algues vertes. Est-ce que, Pedro, tu peux nous parler justement de comment tu es arrivé au Café Théodore et ce que tu viens y chercher? Et oui, ça fait une vingtaine d'années que j'habite ici dans les coins et j'ai découvert le café parce que ma ex-belle-mère, il habite juste à côté. Alors c'était une découverte spectaculaire de voir tout l'ensemble de personnes qui sont impliquées pour faire, pour faire pousser cette merveille, quoi, parce que c'est une merveille, c'est un super café. Mais on est très content de profiter à chaque fois qu'on est là. Et c'est un super, super, super coin sympa, familière, et on arrive à rencontrer des personnages impressionnants, des artistes de tous les domaines. Hein. Et on est content de profiter de cette coin. Et toi, Pedro, donc tu es d'origine mexicaine. Est-ce que au Mexique, c'est fréquent les endroits comme ça? Oui, ça existe. Ça existe des endroits comme ça. Mais chaque culture, hein, c'est différent. Hein, parce que là, à la base, il y a des coins qui s'appellent des peñas. C'est pas des cafés. Et c'est un ensemble des artistes qui poussent pour, pour faire la culture, hein, pour la continuation de la culture. Hein. C'est intéressant. Et Julien, j'aimerais bien que tu nous parles de beaucoup de photos là, qui sont affichées de ce photographe qui a pris des photos des clients et qu'est-ce qui est son histoire, quelle est son histoire et comment s'est-il rapproché justement du Café Théodore? Ouais, donc là, on a une expo photo en ce moment de Hervé de Villancourt, donc, qui est un habitué du café, un ami de Denis et Béné, donc propriétaire du lieu, et qui mène un travail depuis quelques années. Il a commencé, je crois, en 2014, en faisant des portraits de gens qui passent au café. Que ce soit des habitués, des gens qui sont là juste pour une soirée ou de passage le matin. Voilà, il va vers les gens, il discute avec eux et puis il essaye de retranscrire un peu en images leurs impressions par rapport au café. Donc il y a eu 2 bouquins qui sont sortis de ces photos-là. Il y a toute une série qui a été faite en 2014, une autre en 2016... une autre en 2020 et une autre l'été dernier. Donc voilà, il a sorti 2 bouquins qui sont des recueils de toutes ces photos. Et puis il a proposé également des portraits en format un peu plus grand, voilà, pour que les gens puissent repartir avec la photo en souvenir de ce moment passé ici. Donc c'est un chouette travail, c'est en noir et blanc, il arrive vraiment à retranscrire c'est très expressif comme photo et voilà, ça fait vraiment ça fait plaisir de voir ce travail. C'est tout pour cette première partie de notre émission consacrée au Café Théodore. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'émission. Le journal d'un agrologue vous souhaite un bon week-end. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.